Inspiration. Peut-on reconnaître la grandeur d'un livre sans vraiment l'aimer? Peut-on reconnaître un chef-d'œuvre tout en refermant la dernière page avec un sentiment de gêne, de distance, voire de frustration? Bienvenue à tous dans ce premier épisode de l'Anti-Book Club 451. Un nouveau concept dont vous allez très vite découvrir le principe. Aujourd'hui, on va d'abord s'attaquer à l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Je te laisse présenter ce livre, Jules? L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, c'est un livre qui est sorti en 1984 et qui parle de 4 personnages. Thomas, qui est chirurgien et qui cherche un peu à vivre sa vie sans attache particulière. On a Teresa, qui est sa compagne et qui aspire à l'inverse à une certaine profondeur de l'esprit amoureux, profondeur de la vie, de l'engagement. On a Sabina, qui est une artiste. C'est un cliché absolu. Elle est libre, elle est sans contrainte, qui fuit toutes les contraintes du monde. Et on a Franz, le partenaire de Sabina, et qui lui, également à l'inverse, est un peu un intellectuel idéaliste, hanté par un devoir un peu moral, par des choix moraux. Donc on a 2 groupes de personnages. D'un côté, Thomas et Sabina qui sont la légèreté, et on a Teresa et Franz qui sont la pesanteur, qui sont la lourdeur de la vie. Et tout ça, ça se met en scène sur un fond un peu historique, qui est la période du printemps de Prague en 1968, où on a une invasion de la ville de Prague par les forces soviétiques, avec donc ces 4 personnages qu'on va suivre et qui sont tiraillés entre la légèreté et la pesanteur de l'être. Voilà pour le pitch. Voilà pour le pitch. Ce livre, tu l'as lu, je l'ai lu. On en a discuté un petit peu avant de faire cet épisode et en effet, ce que tu me disais, c'est que toi, c'est typiquement le livre... Il est claqué, mec. Il est claqué, ce livre. Il est vraiment claqué. Je pense que c'est vraiment le mot. Là, dans l'idée de cet anti-book club, c'est de parler de livres qu'on recommande absolument pas. Là, tu vois, l'insoutenable légèreté de l'être, c'est un livre que tu recommandes absolument pas. Non, c'est pas que je le recommande absolument pas parce que ça reste un classique de la littérature. Je pense qu'il faut quand même l'avoir lu une fois. Enfin, il faut l'avoir lu une fois pour pouvoir se faire un avis et pour choisir si oui ou non on le considère, nous, personnellement, comme étant bien ou pas. Ça n'enlève rien à son statut. Je pense que c'est aussi un symbole d'une époque. Ça, on en parlera après. Mais je pense que c'est surtout une tentative ratée de philosophie sur fond de promotion libertine, avec seulement en toile de fond la question historique du printemps de Prague, et qu'en fait, l'ensemble du bouquin, c'est ça. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des passages où il y a un peu un questionnement philosophique qui commence à s'installer. Il y a vraiment une réflexion qui est intéressante sur la vie, sur le hasard de la vie, le passage de la vie. Mais globalement, c'est que oh là là, Thomas est libertin, c'est super. Teresa, elle n'arrive pas à l'accepter, mais elle reste avec lui, elle est amoureuse, etc. Et c'est que ça pendant tout le bouquin. Et franchement, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Et donc, ce que je comprends, en effet, c'est que t'as pas aimé la forme parce que les histoires qui portaient le récit, elles étaient vraiment pas intéressantes. Je t'arrête tout de suite. Il n'y a pas de récit. Il y a plein de petites histoires. Il y a plein de petites histoires différentes, etc. Et dis-moi quelles sont les petites histoires différentes, etc. On suit effectivement les 4 personnages. On suit Thomas qui a 3 maîtresses et qui, du point de vue de ses maîtresses, est perçu comme étant celui qui est avec sa femme, mais qui sa femme le perçoit comme étant l'homme à maîtresse. Voilà. Et en fait, il y a des moments. C'est ça l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Si, parce qu'il y a des moments où l'histoire elle tourne. Au début, t'es du point de vue de Thomas, après t'es du point de vue de Teresa, après t'es du point de vue de Sabina, etc. Non, je suis pas d'accord. C'est pas parce que tu fais des changements de narrateur qu'il y a une histoire. T'as 4 personnages. Effectivement, tu vas suivre la vie de 4 personnages. Si on le dit un peu sincèrement, ils sont quand même relativement creux. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue, il y a pas. Je te disais tout à l'heure, il y a un fond un peu historique de. On est dans la période du printemps de Prague. Donc, t'as effectivement des passages où il parle du. Je sais plus si c'est le président ou la personne en tout cas qui gouverne à Prague à l'époque, avec le fait qu'il y ait les chars soviétiques qui arrivent sur la ville de Prague et qui roulent dans Prague en août 1968. Donc t'as quand même une trame de fond historique. Elle est hyper mise en retrait
par rapport à la vie des personnages. Donc tu vas me dire, oui, mais c'est un décor, c'est juste un fond. Ok, admettons. Mais dans ce cas-là, où est l'intrigue? Où est l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Rien. En fait, je voulais juste nuancer que je suis d'accord avec toi que, en fait, dans l'ensemble du livre, on va pas dans une direction particulière. On il y a plein de petites histoires et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a plein de petites histoires. Il y a les histoires d'amour entre Thomas, Teresa, entre Thomas, Sabina, Sabina, Franz, et cetera. Enfin, tous ces petites choses et puis il y a Teresa un moment qui s'en va avec, Thomas, pendant un moment, et cetera. C'est pas forcément lié, bien relié, on va dire. Il y a des trous dans l'histoire et c'est toujours des petites anecdotes qui ont pas l'air d'avoir beaucoup d'importance dans l'histoire, globale et en effet, qui n'apportent pas grand-chose au récit historique, que tu Oui, non, choisis. mais attends, mais même au-delà de ça, moi, je m'attendais pas forcément à voir un récit historique, une grande aventure de comment ils ont lutté ou comment ils ont fait pour survivre dans cette période-là. Mmh. C'est pas ça, mais tu l'as dit toi-même, on a plein de petites anecdotes de vie Ouais. de Thomas qui en fait couche avec Sabrina alors qu'elle portait un chapeau dans son studio devant le miroir. On a Teresa qui accepte de suivre Thomas en Suisse parce que il est chirurgien reconnu et qu'en fait, quand elle arrive en Suisse, elle reste quelques mois, mais elle finit par repartir parce qu'elle apprend qu'il y a une des maîtresses de Thomas qui est sur place, etc. Ouais, ok, mais c'est que ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction qu'on avait potentiellement une vraie réflexion qui était possible sur justement cette conception, c'est dans le nom, l'insoutenable légèreté de l'être, donc entre la pesanteur et la légèreté, entre ceux qui fuient leurs responsabilités, qui n'ont aucune attache, qui sont très libérés, qui volent au-dessus de la foule, versus ceux qui ont une compréhension très grave et très profonde des sujets et de leur vie propre. C'est du moins la théorie. Quand on a des passages où c'est juste Thomas qui rentre à la maison familiale, Teresa se rend compte qu'il a l'odeur du sexe dans les cheveux et qu'elle en peut plus parce que en fait elle se rend compte qu'il continue à la tromper alors qu'il prétend ne pas le faire. Bon, l'histoire est quand même relativement maigre. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que en effet, il y a une vraie ambivalence dans le livre entre le manque d'intérêt des histoires comparé à la dimension philosophique, notamment en proportion. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plein de petites histoires comme ça qui sont, comment dire, euh, banales, mais encore pire que banales. Un peu ringardes, tu vois, Ouais. comparé à la quantité de philosophie ou de contenu propice à la réflexion autour de la condition humaine que tu peux retrouver dans le livre. Mais en fait, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est juste un essai raté de philosophie. C'est-à-dire que les concepts qui sont évoqués, tu peux ramener à la vision amoureuse de Nietzsche, tu peux ramener à la vision qu'en avaient les Grecs anciens, etc., de la question humaine, tu peux ramener aussi même au mythe de Sisyphe. Je sais que c'est un livre que tu aimes bien, de Camus, avec Que j'adore. l'absurdité de l'être et la réalisation de cette absurdité qui font que c'est une libération. Tu peux faire tout ça. Mais c'est un peu tiré par les cheveux quand tu compares à ce que propose le bouquin. Franchement, c'est essentiellement des brides de réflexion hyper intéressantes. Encore une fois, je m'attendais pas à un truc génial, roman historique formidable, essai philosophique, c'est pas ça. Mais en fait, la façon dont c'est plébiscité fait que tu as quand même un minimum d'attente et quand tu lis le bouquin, c'est un enchaînement d'évidences, c'est un enchaînement d'histoires sans intérêt, c'est un enchaînement d'anecdotes futiles. Parfois, tu as des éclairs de philosophie, là tu dis « Ah oui, effectivement, ça c'est intéressant comme réflexion, je l'avais pas vu comme ça. » Moi, il y a plein de trucs. Tu sais, je lis, pardon, avec un crayon, je souligne ou j'encadre les passages que j'aime bien. Il y en a plein, tu vois, franchement, c'est plutôt bien écrit. Les chapitres sont extrêmement courts, ils font 4 pages maximum, ce qui fait que c'est pas étouffant à lire. Ça, c'est vrai que c'était agréable pour la lecture. C'est quelque chose qui se lit plutôt vite, plutôt bien, le style est fluide, franchement c'est bien écrit. T'as quand même l'impression qu'il fallait remplir des pages, donc j'ai rempli des pages, et voilà. Il y a des passages qui sont assez lunaires, je pense au passage où il envoie sa femme en haut d'une montagne, attention spoiler, pour qu'elle se fasse flinguer. Bon, effectivement, tu dis qu'il y a des passages qui sont surprenants, tu comprends pas comment forcément on en arrive là, mais bon, admettons, là pour le coup t'as un petit peu d'action, il se passe quelque chose, mais le reste du temps,
c'est quand même essentiellement du rien. Tu vois, tu tournes les pages et tu souffles parce que t'en as marre. Tu dis, bon, à un moment, ça va s'arrêter. Tu tournes la page, tu dis, ah, ok, on revient dans le centre de Prague. Tu dis, ok, là, il y a un petit truc, ça va changer le cours de leur vie, ça va changer le truc. Et en fait, non. 3 pages plus loin, t'as un échange entre Thomas et je sais pas qui, où on apprend finalement que Thomas, il a ken 250 meufs en 8 ans, mais que c'est plutôt raisonnable parce que ça représente 1 à 2 conquêtes par mois ou je sais plus quoi. Mais on s'en tape, mec. Y a pas d'histoire là-dedans. Y a pas d'histoire. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je veux rebondir. La première, c'est vraiment, tu as dit plusieurs fois: «Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à retrouver certaines choses dans ce roman-là». C'est pas exactement ce que j'ai dit. Bah, en fait, tu as utilisé 2 fois la formulation en disant, «Je m'attendais pas à ce que, il y ait ça dans le roman». Et donc, en fait, toi, tes attentes envers le livre, c'était de retrouver ce que les gens t'avaient «vendu» entre guillemets. Non, pour le coup, non. C'était vraiment de découvrir le livre et de savoir effectivement est-ce que pour moi il l'était. Il l'a pas été. Donc tu attendais bien une confirmation. C'est pas une confirmation. Quand je lis un bouquin, je me dis pas ah parce que truc m'a dit alors il doit l'être, tu vois. On l'a dit en introduction, c'est un classique. Donc quand tu lis un classique, tu essayes de comprendre pourquoi il est classique. C'est dans ce sens-là. Exactement. Et c'est peut-être pas le bon mot confirmé, mais l'idée c'est de justifier les attentes que tu peux avoir envers ce livre parce que il est reconnu, il est renommé et il fait partie des standards de la littérature. Et donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, en fait, le livre n'a pas répondu aux attentes que tu pouvais y avoir. Tu t'attendais à retrouver quelque chose dans ce livre, notamment les choses qui font que ce livre est culte, pouvoir comprendre pourquoi ce roman il est plébiscité par énormément de personnes depuis plusieurs générations, et t'as pas trouvé d'intérêt. Je vais te donner quelques citations. Donc, sa situation était sans issue. Aux yeux de ses maîtresses, il était marqué du sceau infamant de son amour pour Teresa. Aux yeux de Teresa, du sceau infamant de ses aventures avec ses maîtresses. Ça, c'est à la page 40. C'était page 41, pardon. Donc tu dis, ok, il y a une histoire d'amour, il y a un truc un peu profond, etc. Non. La page suivante, pour apaiser sa souffrance, il l'épousa. Ils purent enfin résilier la sous-location, elle n'habitait plus dans le studio depuis longtemps, et lui procura un petit chiot. Ok, donc là on se dit, bon, on rentre un peu dans cette fameuse absurdité de la condition humaine, blablabla, blablabla. Je descends un peu, il l'apporta à Teresa, elle prit le toutou, le pressa contre sa poitrine, et l'animal fit aussitôt pipi sur sa blouse. Ensuite, il fallut lui trouver un nom. Thomas voulait qu'on sût, rien qu'à ce nom, que c'était le chien de Teresa, et il se rappela le livre qu'elle serrait sous son bras le jour où elle était venue à Prague sans prévenir. Il proposa d'appeler le chien Tolstoï. On ne peut pas l'appeler Tolstoï, répliqua Teresa, puisque c'est une fille. On peut l'appeler Anna Karénine. On ne peut pas l'appeler Anna Karénine. Une femme n'a jamais une petite gueule aussi marrante, dit Thomas. Plutôt Karénine. Oui, Karénine. C'est exactement comme ça que je l'ai toujours imaginé. Est-ce que ça ne va pas perturber sa sexualité de l'appeler Karénine ? Il est possible, dit Thomas, qu'une chienne que ses maîtres appellent toujours d'un nom de chien ait des tendances lesbiennes. Ça, pour moi, c'est un passage qui résume parfaitement le contenu du livre. C'est vide. Et les seuls sujets où il y a un petit peu d'emphase, ça parle de cul. Là, on parle de la sexualité d'un chien quand même. Tu vois, un peu la profondeur de la réflexion philosophique. Je précise parce que je vois que tu fais un petit peu la tête. Le problème, c'est pas parler de sexe. T'as des romans qui peuvent parler d'amour, de sexualité, qui peuvent être très bien écrits, etc. Et encore une fois, celui-là est bien écrit, mais c'est juste vide. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'il y a autour est juste un argument pour pouvoir parler de ça. Ce qui fait que ça enlève encore plus l'intérêt du truc, même si tu voulais faire un roman qui parlait de libertinage à la base. En fait, je trouve que là, dans le passage que tu as cité, on retrouve ce côté très absurde de Milan Kundera et qui fait un petit peu le pari dans ce livre de mêler l'absurde à des réflexions philosophiques un petit peu plus grandes. Une autre citation. Le kitsch, par essence, est la négation absolue de la merde, au sens littéral comme au sens figuré. Le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l'existence humaine a d'essentiellement inacceptable. Waouh, quelle philosophie.
Ouais, je vois, mais en fait, je vois ce que tu veux dire, mais je suis obligé de nuancer le fait que, Mais t'as aimé ce bouquin pas? Parce que tu fais que bah, nuancer, mais tu l'as aimé toi ce en bouquin? fait, j'ai reconnu la grandeur du bouquin sans forcément, l'apprécier dans le sens où c'est pas forcément le genre de bouquin que je prends mon pied à lire. C'est quoi la grandeur du bouquin? La grandeur du bouquin, c'est le fait que j'ai «senti» entre guillemets les réflexions qu'il pouvait y avoir, ou j'ai imaginé les réflexions que pouvait avoir l'auteur au moment où il a écrit des histoires comme ça, en essayant de souligner, tu vois, parfois le caractère absurde, parfois ce petit sentiment de d'autopilote qu'on a dans notre vie et qui est un style qui ressemble un peu aux ouvrages d'Albert Camus sur, l'absurdité de la vie, tu vois? Oui, alors j'ai cité moi-même Camus, donc effectivement, je peux pas complètement être en opposition avec ce que tu dis, sauf que tu l'as dit toi-même, c'est parfois. L'essentiel du bouquin, c'est parler du libertinage de Thomas, comment le vit Teresa, du libertinage de Sabina, de comment le vit Franz. Admettons, ok, mais ça en fait pas un grand bouquin. Et tout à l'heure, je parlais de ça, je disais que pour moi, il y a un contexte vachement historique qui a fait qu'il a choisi ce genre de thématique et qui, pour ce bouquin-là, c'est le seul bouquin que j'ai lu de lui, et qui, pour ce bouquin-là, fait qu'il y a eu un peu une effervescence autour de lui. Parce que c'est pas son premier bouquin, c'est genre le quatrième ou je crois même le cinquième, si je dis pas de Mmh. bêtises. Donc, il avait déjà écrit avant, mais celui-là fait partie des plus connus, C'est reconnus. le plus iconique, sans conteste, hein, il me semble qu'il a été adapté en film aussi, Ouais, après, ça, c'est pas ce toujours une bonne nouvelle, mais ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment eu un contexte historico-politique qui a fait que ce livre est devenu ce qu'il est. C'est que Kundera, il est arrivé en France dans les années 75 parce qu'il a fui justement ce qui se passait en Tchécoslovaquie avec l'URSS qui était venu et qui avait pris la ville. Et il est devenu français grâce à une influence du milieu intellectuel, ce qui est normal, les auteurs qui défendent d'autres auteurs par rapport à ces positionnements. Et en fait, il a été vachement appuyé par donc la classe intellectuelle française et la classe politique française, notamment le président de l'Assemblée nationale de l'époque, aussi Valéry Giscard d'Estaing. On rappelle quand même que le mec a été président. Donc il y a vraiment un contexte politique et il est devenu français dans cette époque-là. Et à l'époque où le livre est sorti, il est sorti, je disais tout à l'heure, en 84, en France, on a un président qui est Mitterrand. Mitterrand qui est le premier président de gauche ou orienté à gauche depuis le début de la Ve République. C'est un président de gauche, donc qui est coté à l'époque Parti socialiste. Lui, il a fui le communisme. Et en fait, l'idée, c'est que la France, c'est le pays des libertés, etc. Donc, t'acceptes les gens qui sont les intellectuels, qui sont en opposition au régime et tout. Ouais. Donc, très bien. Mais on est aussi dans une période où il y a la question de la libération sexuelle qui a commencé dans les années 60, qui s'est poursuivie bien sûr dans les années 70 et 80 avec la possibilité de l'avortement, etc. Et donc moi je pense que c'est un concours de circonstances qui a fait que un livre sur le libertinage pour un réfugié politique a fait que, oh là là, c'est un peu une icône. Ce qui veut pas dire que ce qu'il a écrit par ailleurs n'est pas bon ou autre, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que ce bouquin-là est devenu un peu l'image de son époque, et donc c'est ce qui en a fait, je pense, un classique, au-delà de ses qualités pseudo-philosophiques qu'il peut avoir. Donc en gros, tu es en train de dire que le mec, il a fait un livre en parlant de sexe, que c'était un sujet qui était porteur à l'époque, bon, qu'il est peut-être toujours, mais qui était porteur et qui a fait sa renommée, sur un fond un petit peu historique qui génère de la compassion pour en faire un tube, entre guillemets. Euh, C'est mon interprétation. Oui, enfin, c'est résumé, mais c'est mon interprétation en tout cas. Sur ce bouquin-là en particulier, je pense que c'est la conjonction de tout ça. Le fait qu'il ait effectivement vécu une époque qui était extrêmement compliquée avec l'URSS qui débarque à Prague, mhm. le fait qu'il fuit cette vie-là pour trouver l'asile politique en France, le fait qu'en plus ce soit sur le libertinage et qu'il y ait une volonté de libération des mœurs dans ces années-là en France,
En plus, sous un gouvernement de gauche qui faisait suite à un gouvernement qui était un peu plus compliqué. Voilà. Je pense qu'effectivement, c'est la conjonction de tout ça qui a fait que cet auteur-là a émergé comme ça. Je rappelle encore une fois qu'il a été soutenu par le milieu intellectuel français, par la classe politique, président de l'Assemblée nationale, ancien président, je ne sais plus s'il était président à l'époque, et ensuite permis de séjour permanent, etc. C'est pas rien. Ça devient un symbole, tu vois. Tu regardes un film, tu dis putain qu'est-ce qu'il est claqué. Sauf qu'au moment où le film est sorti à l'époque, il y avait une nouvelle technique de caméra, il y avait un nouvel angle de lumière, il y avait des nouvelles façons de filmer les acteurs, etc., etc. Et je pense que c'est la même chose pour ce livre. J'avais pas le contexte autour, moi, quand je l'ai lu, et c'est vrai que à la lumière de ce contexte-là, je me dis que, en effet, peut-être que ce livre a un petit peu moins de mérite. Pourquoi mérite? Ben, de mérite parce que quand je le compare à des livres qui sont des références pour moi et qui ont été justifiés, quand on parle, tu vois, de 1984, du meilleur des mondes d'Huxley, etc., c'est des livres envers lesquels je suis admiratif parce qu'ils ont réussi à rester presque toujours d'actualité depuis le moment où ils ont été écrits. Et qu'ils parlent toujours à l'humain contemporain. En gros, ils restent pertinents. C'est des livres qui restent pertinents. Là, tu vois, les notions, en effet, que Kundera, il aborde, de près ou de loin, et bien ou pas bien, elles ont peut-être moins de valeur que, justement, ces livres-là que je tiens en plus haute estime. Je dis pas qu'il y a rien dedans, mais je dis qu'il est claqué dans la façon dont ça a été fait. On en a cité là sur la question de l'absurdité de la condition humaine. Il y aurait pu avoir une vraie réflexion sur le fait que le drame ultime de la vie, c'est que même quand il y a des drames, c'est pas un drame. Le fait qu'on peut avoir cette position de légèreté absolue, de virevolter au-dessus des nuages, donc limite une approche un peu stoïcienne de la vie et de se dire, bah en fait, rien n'est grave et c'est peut-être ça le plus grand drame de l'humain, etc., etc. Mais je trouve que c'est un peu comme quand ta prof de français te disait, voilà, là, il a mis une porte rouge tout simplement parce qu'il voulait dénoncer le communisme, blablabla, blablabla. Peut-être. Ou alors peut-être qu'il aimait juste le rouge. Tu vois ce que je veux dire? Et avec tout le contexte que tu as autour, moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que ce livre est, ou a été plutôt vachement plébiscité et publicité, et qui aujourd'hui en reste un peu une référence parce que ça devient un classique. De toute façon, un classique devient un classique parce que l'histoire décide que ça devient un classique. Voilà mon avis sur le livre. Je pense qu'il y aurait encore plein de trucs à dire, mais c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et tu vois, quand je pense à prendre un peu de recul sur ce livre, c'est vrai que je te rejoins un petit peu dans les idées que tu as évoquées, mais il faut souligner aussi, Milan Kundera, ça reste quand même un très grand auteur, et que même dans ce livre-là, qui pour toi est claqué au sol, on retrouve sa plume qui reste excellente, et qui justifie peut-être le fait que, quand il a sorti son ouvrage, il a été plébiscité, parce que les gens reconnaissent aussi le talent de l'auteur, initialement. C'est un concours de circonstances, comme je disais tout à l'heure. Enfin, ça n'enlève rien à l'écriture, etc. Enfin, tout ce qu'on veut. Mais moi, je suis lecteur. Très clairement, je suis absolument pas convaincu. En fait, je suis le récepteur de l'œuvre. L'œuvre ne me plaît pas. L'œuvre est claquée. Selon moi. Voilà. C'est tout. Rien de plus. Mais si on passe à la suite, on a un deuxième livre dont on voulait parler aujourd'hui. C'est La Métamorphose de Kafka. Alors là, on peut s'attendre à une levée de bouclier parce qu'effectivement, je suppose que beaucoup d'entre vous ont apprécié ce livre. Pourquoi on l'a moins apprécié? Gaëtan, est-ce que tu veux commencer? Ouais, complètement. Pour présenter un petit peu le livre, présenter le contexte, La Métamorphose de Kafka, c'est une œuvre qui a été publiée en 1915, donc qui est encore plus ancienne que L'insoutenable légèreté de l'être. Kafka, c'est un écrivain qui est austro-hongrois et donc qui parle l'allemand. Il est considéré comme l'un des plus grands auteurs du XXe siècle, notamment pour son livre La Métamorphose. Et en fait, l'histoire commence assez directement, assez abruptement. Grégor Samsa, donc, qui est un modeste employé de commerce,
il se réveille en fait un matin transformé en insecte géant. Il est dans sa chambre, il est incapable de parler, de se mouvoir normalement ou de continuer à subvenir aux besoins de sa famille et il devient une sorte de paria enfermé dans sa chambre et il est avec sa famille, donc il est avec son père, sa mère, sa sœur et Kafka dans le livre, il dépeint une transformation physique qui est devenue maintenant célèbre et iconique, Iconique. qui est elle est iconique, la métamorphose, Jules, enfin. Et toujours avec ce côté qu'on retrouve aussi un petit peu dans l'insoutenable légèreté de l'être, ce côté absurde. Et donc, ça mène à une sorte de scène de ménage, en fait. On reste quasiment tout le temps, si pas absolument tout le temps, dans l'appartement familial. Et on a un côté un peu paranormal, puisque la métamorphose, elle est jamais expliquée. On ne sait pas pourquoi il s'est transformé en insecte géant. On ne sait pas pourquoi on est là. Voilà, moi j'ai été un petit peu confus en fait à la lecture du livre. C'est un livre que j'ai lu encore une fois parce que c'était un grand classique et que il y avait des références qui étaient faites au talent de Kafka et à la métamorphose en particulier. Et donc par curiosité, je voulais absolument lire ce livre. Et voilà, je sais pas ce que toi t'en as pensé, Jules, mais moi vraiment le mot qui me vient à l'esprit c'est confusion. Moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est ennui. Ennui. Pourquoi ennui? Parce que je me suis ennuyé quand je l'ai lu. Dès le début, on est rentré dans la métamorphose. On comprend très rapidement que Grégor est transformé en énorme cafard. C'est un gros cafard. Et qu'après, il se pose la question de comment je vais faire pour aller au travail et comment je vais faire pour gagner de l'argent. Parce que c'est lui qui rapporte l'argent pour sa famille. Effectivement. Mais une fois que ça s'est passé, en fait, il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Enfin, c'est un cafard, ça reste un cafard. Donc, oui, il va se cacher sous le canapé. Oui, il va commencer à grimper sur les murs. Il va commencer à manger les détritus. Il va commencer de plus en plus à être rejeté, à être ostracisé par sa famille, par ses proches. Du coup, ça va forcer sa famille à se mettre au travail. Ça va forcer sa famille même à monnayer sa chambre pour faire en sorte de gagner de l'argent. En gros, ils vont faire un Airbnb, les mecs. Lui, il est obligé de se cacher parce qu'il sait qu'il est effrayant, qu'il est pas beau et tout. Ok, bon, génial. Et alors? On s'ennuie. Alors, on s'ennuie. C'est le seul Kafka que j'ai lu. Je sais qu'il y a Le Château et Le Procès qui sont considérés comme ses vraies œuvres formidables, en plus de la métamorphose. Mais en fait, si tu veux, on a vite fait le tour. La force des ouvrages comme ça, c'est que tu peux leur mettre un nombre d'interprétations qui sont phénoménales. C'est précisé dans la préface de mon édition. Il y a 168 interprétations qui ont été comptées pour la métamorphose de Kafka. 168. Ça en fait une force parce que ça veut dire que tu peux comprendre tout et n'importe quoi. Tu peux comprendre, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le misérabilisme social. Je suis devenu un insecte, littéralement, pour moi, pour ma famille, donc je suis rejeté. Tu peux comprendre la relation par rapport au travail. La première chose à laquelle je pense en tant qu'insecte qui vient de se transformer et qui comprend rien à la vie, comment je vais faire pour amener de l'argent. Tu peux comprendre les relations avec la famille. Tu vois, tu peux comprendre tout ça. Génial, ça en fait une force du texte. Mais je me suis quand même ennuyé. Quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, oui, je suis un cafard. Ok, super, on avance. Toujours un cafard. À la fin, on se débarrasse du cafard. Ok. Fin de l'histoire. En fait, j'avais l'impression un peu d'être dans un cauchemar, tu sais. Et j'avais l'impression à certains moments que je savais exactement ce qui allait se passer et j'attendais de voir la suite parce que il y avait rien de très, il y avait rien de très original dans le comportement que le cafard avait. C'était tous les clichés, toutes les réactions classiques qu'on pourrait avoir, à savoir d'abord le dégoût, après on essaie de communiquer avec le cafard, on se rend compte que le cafard il mange pas comme nous, il aime bien les déchets, etc. Et au bout d'un moment, on a quand même ce sentiment un peu de lassitude. Ah ouais, c'est quand même un cafard, on peut pas vivre correctement, etc. Nanana, il faut qu'on s'en débarrasse. Et à un moment, je me suis dit, je sais pas, il va se réveiller, on va me dire, ouais, c'était un cauchemar, et voilà, il a fait un cauchemar, et voilà. Mais en effet, il n'y a pas de.
de trame ou de direction particulière où tu te dis ah ouais, c'est inspiré. Effectivement, je te rejoins. Et en fait, on en avait parlé un petit peu avant, justement. Je t'avais dit que moi, j'avais trouvé ça un peu comique. Oui. Et je n'ai pas J'avais compris ça. pourquoi tu as trouvé ça comique d'ailleurs. En fait, je pense que j'ai trouvé ça un peu comique à cause du côté absurde du livre et de l'histoire. Parce que c'est lunaire de réagir comme ça quand tu vois un cafard, mais c'est pas tant le fait de réagir comme ça face au cafard, c'est le fait de justement qu'il y ait un cafard, qu'il y ait un mec qui se soit transformé en cafard, tu vois. Et les réactions, elles sont logiques, mais en même temps, la situation, comme je te dis, on s'est jamais expliqué pourquoi il s'est métamorphosé. Il y a aucune explication logique derrière ça. Et donc, j'ai pas trouvé de sens à l'histoire. Est-ce qu'il y a une morale derrière? Est-ce qu'il y a un message qu'on souhaite faire passer? Comme tu disais, 168 interprétations différentes. C'est quoi le message derrière? Et en vrai, tu vois, enfin, tu peux lire un livre sans vouloir te questionner sur qu'est-ce que l'auteur voulait faire passer comme message, qu'est-ce que moi j'en ai compris. Tu peux juste le lire la tête légère, le cœur léger et la volonté au plus haut pour juste passer un bon moment. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été. J'abuse. Ça a été mon cas. J'étais pas en souffrance en train de le lire. Mais par contre, le vrai mot, et j'ai du mal à l'expliquer, c'est que je me suis ennuyé de A à Z. Parce que tu l'as dit toi-même, la réaction quand on voit un gros insecte dans le vrai monde, on la connaît. Tu vois, t'es surpris. Même sans dire t'en as peur, t'es surpris. Si c'est un gros insecte là qui débarque dans ta salle de bain, premier truc, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, tu dis, ah, on va essayer de le mettre de côté. Ensuite, tu dis, peut-être qu'il est gentil, peut-être que truc. Bon, en général, tu essaies de l'éclater, mais c'est comme un membre de ma famille, c'est ce qui se passe dans le bouquin. Donc, on va essayer de gérer, de vivre avec. Ensuite, tu t'adaptes. Et ensuite, à la fin, ça prend trop de place, c'est trop dérangeant, ça fait trop peur, c'est trop présent. Bah, tu fais en sorte que ça dégage de la salle de bain. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans le livre. Tu vois, c'est vraiment les différentes étapes. Donc, il n'y a pas d'argument supplémentaire à part dire tu peux faire toutes les interprétations du monde. C'est ce qui en fait un grand texte. Ouais. Cela étant dit, c'est pas un truc qui m'a particulièrement convaincu et que j'ai envie de recommander pour autant, tu vois. Parce que pareil, si tu prends le contexte, tu peux trouver des choses, tu peux trouver vraiment des trucs intéressants. Le rôle du père, il va être hyper important. Le père, lui, il est en rejet immédiat. Il dit ça n'a rien à faire chez moi, je veux pas de ça ici, etc. Et c'est aussi le père qui fait en sorte de se débarrasser du cancre-là à la fin. Et ça, si tu l'analyses au regard de la relation que Kafka avait avec son père, tu peux dire ah tiens, peut-être qu'il parle de ça. Sauf que pour ça, il faut connaître le contexte ou avoir lu la préface. Et quand tu lis la préface, t'as tout qui t'est spoilé, donc en fait aucun intérêt, tu vois. Vraiment, les préfaces comme ça, faut arrêter. D'ailleurs, au passage, petit message. Je lis la préface, j'ai déjà toute l'histoire, avec les interprétations, avec la conclusion, bon, c'est nul. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu connais pas tout l'historique, si t'as pas fait l'effort de rechercher, ou si tu n'as pas lu la préface, ou si t'as pas lu les notes de bas de page, eh ben tu comprends pas forcément ça, et t'as juste une expérience de, il y a un mec qui veut se débarrasser d'un cafard qui est en fait à la base son fils, de façon relativement ennuyante. Et je trouve que finalement, il y a quand même une très belle force à ce livre, c'est que le mec, il a quand même réussi à sortir une histoire que potentiellement personne n'a compris et que tout le monde a interprété, tu vois, par son prisme vraiment personnel. Mais c'est fort. C'est juste de l'absurde pour poser une situation qui permet les réflexions ensuite. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de résolution à la fin parce que c'est ce qui va se passer. Les personnages sont quand même relativement plats, relativement creux. Mhm. Il n'y a pas de profondeur de 3D des personnages de la famille, de l'insecte en lui-même, des mecs qui viennent dans le Airbnb comme je disais tout à l'heure. Voilà, et tout ça, ça fait que c'est frustrant et tu dis bon, ok, j'ai lu 120 pages, super, pourquoi faire? À part dire qu'effectivement, j'ai lu Kafka, j'ai lu La Métamorphose et voilà ce que j'en comprends, voilà comment je l'interprète et basta quoi. Franchement, moi j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus quoi. C'est constructif dans le sens où le fait de discuter aussi de ça, ça permet de mettre en relief qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut ne pas aimer un livre.
Ça peut être un décalage par rapport aux attentes ou, on va dire un livre qui est, surcoté parce que, il a été, promu au rang des classiques de façon assez circonstancielle et que, c'est plus forcément justifié et parfois ça peut être juste le fait que toi, t'as pas compris le livre, tu vois? Ou tu pas compris l'intérêt du roman Mm. et que peut-être que l'auteur, il avait il avait un plan et c'était hyper clair pour lui, mais il y a un décalage après, bah, encore une fois, c'est un livre qui a été écrit en 1915, hein, donc peut-être que, en 1916, les gens, ils avaient compris l'histoire et il y avait peut-être une référence d'époque, qui permettait d'analyser l'histoire sous un autre angle. Et je pense qu'on va conclure là-dessus. Pas convaincu et plutôt mitigé. Pas convaincu et plutôt mitigé, c'est exactement mon ressenti aussi. On peut s'arrêter là. Je pense qu'on a pas mal parlé. N'oubliez pas que ce sont que nos avis, qu'il faut que vous lisiez les livres pour vous faire vos propres avis, évidemment. Également, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, bah dites-le nous. Écrivez-nous des commentaires, envoyez-nous des petits messages en disant « de mon point de vue ». Il faut que ça commence vos messages par « de mon point de vue », sinon on les lira pas. C'est une blague. Quoique. On verra. Quoi qu'il en soit, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'était le premier épisode de notre Anti-Book Club. Il y en aura d'autres puisqu'on a d'autres choses à dire sur d'autres livres. Merci de nous avoir écoutés. Et puis sinon, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode D'inspiration. Inspiration.